Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire d'Usaria dédié à l'évaluation sommative. Donc, pour faire une rapide présentation, donc moi c'est Amandine Broussier, donc experte en actualisation depuis 9 ans. Donc j'ai accompagné une trentaine de fabricants, que ce soit sur l'actualisation pour le marquage CE ou l'agrément FDA, et quel que soit le type de dispositif, donc de l'IVD, du DM, de la classe 1, du classe 3, un peu tout ce qu'on peut retrouver sur le marché. Et surtout, j'ai confondé Usaria. Donc, Usaria, c'est une société qui accompagne les fabricants dans la mise sur le marché d'un dispositif sécurisé, adapté aux utilisateurs, tout en répondant aux exigences, que ce soit pour les marquages CE ou l'agrément FDA. Donc, au niveau des prestations qu'on peut proposer chez Usaria, donc des prestations en aptitude à l'utilisation, donc de la documentation du processus, à un audit du processus, aux phases d'évaluation, le tout pour les exigences CE et FDA. Ensuite, on fait aussi de la formation en aptitude à l'utilisation, donc de la formation sur la norme 62366. On fait également de la recherche utilisateur pour tout ce qui va être produit santé, mais hors dispositif médical. On fait de la conception d'interfaces numériques via du maquettage et de la conception de documents d'accompagnement, donc tout ce qui va être notice, support de formation, guide de démarrage rapide. Et enfin, on propose des prestations pour tout ce qui est autorisation de mise sur le marché pour les médicaments à travers les études de maniabilité et de lisibilité de notice. Et aussi, on intervient du coup sur tout type de produit, que ce soit du dispositif physique, de l'application, du logiciel, du médicament, de l'IVD, de la documentation d'accompagnement ou du support de formation. Donc, au niveau du webinaire de ce jour, donc, il sera dédié à l'évaluation sommative. Donc, on reverra brièvement le cadre réglementaire, ensuite le processus d'actualisation, et ensuite un gros focus sur l'évaluation sommative. Et bien sûr, à la fin, il y aura une petite session de questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Donc, au niveau du cadre réglementaire, donc au niveau du règlement MDR et IVDR, on a plusieurs articles qui suggèrent de réduire les risques d'utilisation, qui parlent d'ergonomie, etc. Et quand on parle d'ergonomie, ça correspond à de l'aptitude à l'utilisation. Et du coup, comme on est obligé de suivre l'état de l'art, en matière d'aptitude à l'utilisation, ça va correspondre aux normes 62-366-1 2015 d'amendement 1 2020 pour tous les DM et les dispositifs de diagnostic in vitro, et à la norme 6601-1-6 pour tout ce qui va être dispositifs électromédicaux. Donc, au niveau du processus d'aptitude à l'utilisation. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que l'aptitude à l'utilisation? Bien, l'aptitude à l'utilisation, ça va être la caractéristique de l'interface utilisateur qui va faciliter l'utilisation et qui établit donc l'efficacité, le rendement et la satisfaction de l'utilisateur dans un environnement d'utilisation prévu. Autrement dit, quand j'ai un dispositif médical que je dois utiliser, eh bien, je dois prendre en compte mon utilisateur, l'environnement dans lequel il va l'utiliser et l'interface associée au dispositif. Le tout doit être bien combiné pour mener à ce qu'on appelle une utilisation correcte, c'est-à-dire une utilisation correcte de son dispositif, et éviter tout ce qui va être erreur d'utilisation qui peuvent mener à des dangers pour un utilisateur ou pour un patient. Si je prends un exemple de la vie de tous les jours, demain on doit concevoir une porte, et bien cette porte, si je dois la concevoir pour un banquier ou pour un médecin, forcément on va la concevoir de manière différente. Côté banquier, ça va être une porte sécurisée pour éviter qu'on vienne nous voler l'argent. Et côté hospitalier, on va dessiner plutôt une porte qui s'ouvre dans les deux sens, une porte sans poignée, pour favoriser le passage des lits et du matériel. Au niveau des étapes du processus d'aptitude à l'utilisation, on va retrouver, en tout dans la norme, on a 10 grandes étapes. Ici, on a simplifié quelques-unes. Donc ça va démarrer par la spécification d'utilisation. On va venir déterminer qui sont nos utilisateurs, dans quel contexte ils utilisent le dispositif. Ensuite, on a une phase d'analyse des risques d'utilisation. Donc l'objectif, c'est vraiment d'identifier tous les risques qui peuvent se produire lorsqu'on utilise un dispositif. Ensuite, on va venir sélectionner ces scénarios d'utilisation pour l'évaluation sommative, rédiger la spécification de l'interface utilisateur, c'est-à-dire comment je dois concevoir mon interface, qu'est-ce qu'elle doit contenir. Ensuite, on va rédiger les plans d'évaluation de l'interface utilisateur, donc comment je vais évaluer cette interface. Puis ensuite, on vient la concevoir et faire des évaluations formatives. Et enfin, le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, l'évaluation sommative. Donc, l'évaluation sommative, donc normativement, c'est le chapitre 5.9 de la norme 62366-1. Et l'évaluation sommative, ça va être une évaluation de l'interface qui est effectuée à la fin du développement, qui a pour objectif d'obtenir une preuve tangible que l'interface utilisateur peut être utilisée en toute sécurité.
C'est-à-dire que vous avez développé votre interface et maintenant vous voulez être sûr qu'une fois sur le marché, l'utilisateur peut l'utiliser sans qu'il lui arrive de danger. Donc, quand est-ce qu'on réalise cette évaluation? Eh bien, à la fin du développement de l'interface, avant la commercialisation ou avant vos essais cliniques, ça dépend un peu de votre parcours. Donc, on le fait vraiment sur la version finale de son dispositif. Combien on en réalise? Généralement, une seule évaluation sommative suffit. En revanche, ça va dépendre du nombre de tâches à évaluer et de la complexité de l'interface. Si vous avez une interface très complexe, où il y a du logiciel, du produit physique, vous avez aussi les documents d'accompagnement, tout ça, et que vous voyez que vraiment vous avez beaucoup de tâches à évaluer, que ça va durer plus de 2 heures, des fois on va découper l'évaluation sommative en 1 ou 2 sessions. Ça correspond quand même qu'à une seule évaluation sommative. Ou des cas où on en fait plusieurs, c'est on démarre l'évaluation sommative et au bout de quelques tests, malheureusement, on se rend compte que ça ne va pas du tout. Donc on va en refaire une parce qu'on est clairement dans le mauvais sens depuis la première. Au niveau de l'interface utilisateur qu'on va évaluer lors de l'évaluation sommative, ça peut être tout type d'interface. Donc, c'est-à-dire que quand on parle d'interface, on va parler de moyens qui permettent une interaction entre l'utilisateur et le dispositif médical. Donc, ça inclut du produit physique, de l'application, du logiciel, tout ce qui va être documentation d'accompagnement, donc notices, carte d'implant, guide de démarrage rapide, tout ce qui va être support de formation et tout ce qui est packaging et étiquette. Et pour l'évaluation sommative, tout ça, ça doit représenter la version finale, donc celle qu'on aura vraiment sur les produits qui seront sur le marché. Concernant l'évaluation sommative, on a différents cycles de vie à évaluer. La norme, quand on parle de norme 62366, la norme englobe tous les cycles de vie du dispositif, du transport à l'élimination. Alors forcément, en fonction de votre typologie de produit, vous allez avoir des cycles de vie différents. Par exemple, si on est sur du logiciel, on ne va pas avoir la phase de transport. Peut-être que vous en avez plus, peut-être que vous en avez moins, tout dépend. Et donc du coup, en évaluation sommative, il faut quand même veiller aussi à prendre en compte tout ce qui va être stockage, transport, élimination, maintenance, réparation, fonctionnement, installation. Par exemple, si on part sur du sérum physiologique qui est stocké à domicile, eh bien l'utilisateur doit bien comprendre, par exemple, s'il doit le stocker au frigo, s'il doit le stocker à une température inférieure à 30 degrés, s'il doit le stocker à l'abri de l'humidité, à l'abri du soleil. Tout ça, vous avez des risques d'utilisation associés et ça doit faire donc partie de votre évaluation sommative. Au niveau des méthodes à utiliser, donc la norme va nous donner la possibilité d'utiliser 11 méthodes différentes. Donc parmi ces méthodes, on a les entretiens, les revues d'experts, les simulations, les revues de standards, les analyses de tâches, tout ce qui va être FMEA, les advisory panel review, les observations, les analyses PCA, les entretiens et bien sûr les tests utilisateurs. Au niveau de la norme, ce qu'on nous dit, c'est qu'on doit par défaut utiliser la méthode des tests, sauf si on peut justifier qu'on ne pouvait pas en réaliser. Par défaut, vous devez réaliser des tests, sauf si c'est impossible. Les cas d'impossibilité, ça peut être notamment sur de l'implantable, même si maintenant on arrive à simuler énormément de choses, il y a toujours des cas où on n'arrive pas à faire des tests, c'est pas assez réaliste, et dans ce cas, on peut passer par des méthodes plutôt type simulation ou observation, par exemple. Mais par défaut, considérez que vous devez réaliser des tests. Une question qui revient souvent, du coup, c'est avec quel utilisateur et combien d'utilisateurs? Donc, on part du principe que c'est 15 utilisateurs représentatifs des utilisateurs finaux par groupe utilisateur. Ce qu'on entend par groupe utilisateur, ça va être des utilisateurs qui partagent les mêmes caractéristiques ou qui ont la même utilisation du dispositif. Si je reprends mon exemple de sérum physiologique, mon utilisateur, que ce soit une femme de 25 ans ou un homme de 40 ans, va l'utiliser de la même manière. Ils sont considérés donc comme un seul groupe utilisateur. En revanche, demain, j'ai un dispositif au bloc opératoire. Je vais avoir mon chirurgien, mon infirmier, et bien là, ça va être 2 groupes utilisateurs différents, puisque mon infirmier va plutôt être en charge de l'ouverture des packaging, de transmettre les instruments au chirurgien, alors que le chirurgien va réellement être en opération, et c'est lui qui va vraiment implanter le dispositif sur le patient. Donc là, on aura 2 groupes utilisateurs totalement différents. Lorsqu'on prend un groupe utilisateur, il faut essayer de prendre des profils avec des caractéristiques variées. Si je reprends mon exemple du sérum physiologique, on va éviter de prendre que des femmes de 25 ans. On va aller chercher des femmes de 25 ans, des hommes de 40 ans, des femmes de 80 ans, des hommes de 70 ans. On va essayer vraiment d'avoir le plus de représentativité possible au niveau de la population. Pareil, si vous prenez des chirurgiens ou des infirmiers, on va aller chercher des personnes avec peu d'expérience, donc par exemple 5 ans d'expérience, et des personnes plus expérimentées avec 30 ans d'expérience.
sur des dispositifs similaires, des dispositifs variés. Vraiment, on essaye d'avoir quelque chose de très représentatif. Et du coup, c'est pour ça que c'est très important de bien déterminer vos groupes utilisateurs. Donc la détermination des groupes utilisateurs, elle se fait surtout lors de la spécification d'utilisation et donc du coup lors de l'analyse des tâches. Et du coup, c'est bien vraiment de savoir exactement combien de groupes utilisateurs vous avez et qui vous incluez à l'intérieur, puisque c'est quelque chose qu'on va vous demander de justifier. Au niveau du nombre, pourquoi 15? Bon, alors tout d'abord, il faut savoir que la norme ne dit pas clairement il vous faut 15 utilisateurs par groupe utilisateur. On va vous donner plutôt des statistiques qui sont celles-ci. Bon, je ne vais pas rentrer dans le modèle qui est derrière, hein, c'est de la probabilité cumulée, mais en fait, on part du principe que si pour un participant, il y a 15% de chances de détecter un défaut d'utilisabilité, lorsqu'on passe à 15 participants, ce pourcentage passe à 91%. Donc globalement, c'est ce qui est généralement admis. Et il faut savoir qu'en Europe, on s'est surtout harmonisé avec les standards américains, qui préconisent aussi 15 personnes par groupe utilisateur, et les standards asiatiques, notamment chinois, qui nous disent aussi 15 personnes par groupe utilisateur. Après, si vous êtes par exemple sur du profil assez grand public, donc si je reprends l'exemple du sérum physiologique, on peut monter à 20 utilisateurs pour avoir quelque chose de plus représentatif, de plus hétérogène. Mais voilà, généralement, c'est entre 15 et 20 personnes par groupe utilisateur. L'environnement dans lequel doit se dérouler l'évaluation sommative, c'est un environnement réaliste. C'est-à-dire que si vous avez un dispositif qui doit être utilisé au bloc opératoire, eh bien, soit vous allez faire votre évaluation directement dans un bloc opératoire ou dans une simulation de bloc opératoire, et vous allez devoir représenter au maximum toutes les conditions. Donc tout ce qui va être conditions lumineuses, sonores, les distractions, le stress, est-ce qu'on est en conditions stériles, non stériles. Tout ça, ça a une importance assez forte sur l'utilisation, puisque l'environnement peut tout changer. Si vous faites votre évaluation dans un endroit très sombre, alors qu'en théorie, votre dispositif est censé être très bien éclairé, il est censé avoir une grosse luminosité au-dessus, ça peut impacter l'affichage de l'écran, la lisibilité de l'écran. Donc c'est vraiment très important de faire ça. Pareil, si c'est un dispositif qui doit être utilisé à domicile, soit vous le faites au domicile des patients, soit vous reconstituez une salle qui peut représenter un petit peu le domicile d'un patient. Donc ça, c'est vraiment très important. Et de nouveau, c'est ce que vous allez définir dans votre spécification d'utilisation. Là où vous allez décrire votre environnement d'utilisation, eh bien, vous allez essayer de reproduire ce même environnement pour votre évaluation. Quand on parle même de distraction, tout ça, c'est par exemple dans les services d'urgence. Bien, on sait que l'utilisateur, quand il utilise un dispositif, il y a toujours du passage, il y a toujours du bruit autour. Donc, on essaye de simuler ça au maximum. Alors, comment on prépare son évaluation sommative? Eh bien, tout d'abord, ce qui est le plus important pour faire son évaluation sommative, c'est l'analyse des risques d'usage. Quand on fait son analyse des risques d'usage, on va essayer d'éviter au maximum des risques trop généraux du type l'utilisateur ne comprend pas l'interface. Tout simplement, puisque si on a le risque l'utilisateur ne comprend pas l'interface, lorsque on va réaliser son évaluation sommative, à chaque fois qu'un utilisateur va rencontrer une erreur, on va associer ce risque. On va dire l'utilisateur n'a pas compris l'interface. Ce qui veut dire qu'à la fin de votre évaluation, potentiellement, à chaque fois qu'un utilisateur a fait une erreur, eh bien, ce risque-là va avoir été rencontré tout le temps. Donc, vous allez avoir des résultats catastrophiques au niveau de ce risque. On va vous dire, en fait, il a une probabilité d'apparition qui est assez incroyable parce qu'il apparaît tout le temps. Et donc, du coup, après, à justifier, c'est très difficile parce qu'on va vous dire, en fait, vos mesures de maîtrise du risque, elles ne sont pas efficaces. Donc, vraiment, essayez de découper au maximum vos risques. Ce sera plus utile pour vous. Ce qui est conseillé, c'est de réaliser une analyse des tâches, c'est-à-dire de découper toute l'utilisation de votre dispositif en tâches. Ça vous permet d'identifier clairement les erreurs d'utilisation associées à chaque tâche, et même pour vous, après, pour réaliser votre protocole d'évaluation sommative, parce qu'on va voir juste après comment on fait ça, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile si on a toutes les tâches en amont. Et enfin, vous pouvez soit créer une analyse de risque spécifique, donc une Use-Related Risk Analysis, ou alors vous pouvez créer une balise, aptitude d'application dans votre analyse des risques globale. Ça vous permettra d'identifier tout de suite les risques à évaluer lors de votre évaluation sommative, et même pour les auditeurs, ça leur permettra d'aller plus vite et de trouver directement ce que vous avez identifié qui était lié à de la usability. Donc l'évaluation sommative, ça démarre par un protocole d'évaluation. Au niveau de ce protocole, donc les grandes sections qu'on peut retrouver, c'est une introduction. Donc on vient de dire, voilà, l'objectif de ce protocole, c'est d'évaluer tel dispositif. C'est un dispositif de classe 2, c'est un dispositif de classe 3. Voilà, vous mettez un petit peu de contexte. Ensuite, vous déterminez l'objectif. L'objectif, c'est de faire une évaluation sommative pour avoir des preuves de la sécurité d'utilisation de mon dispositif.
Ensuite, vous allez avoir une grosse partie méthodologie, où là, vous allez décrire quel est l'environnement visé pour votre dispositif et du coup, comment vous reproduisez cet environnement à travers votre évaluation sommative, qui sont vos utilisateurs finaux et comment et quels utilisateurs vous allez recruter pour votre évaluation sommative, quelle méthode vous allez utiliser, comment vous allez faire ça, qui va mener l'évaluation, à peu près à quelle date, où est-ce que ça va être réalisé. Voilà, vous devez vraiment mettre le maximum d'informations au niveau de la méthodologie. Ensuite, vous allez devoir expliquer votre choix de scénario relatif aux phénomènes dangereux. Donc ça, je vais vous montrer juste après un petit peu ce que c'est. Ensuite, vous allez devoir définir toutes les tâches que vous allez demander aux participants. Donc, vous allez voir, l'évaluation sommative, en fait, c'est une succession de tâches que le participant va devoir réaliser. Et donc, du coup, il faut déterminer en amont toutes les tâches qui vont être demandées. Et pour chacune de ces tâches, vous allez devoir définir le comportement attendu. C'est-à-dire, pour chacune des tâches, qu'est-ce qui me permet de dire que l'utilisateur s'est bien comporté s'est bien comporté et a bien réalisé la tâche. Alors, pourquoi c'est important le protocole d'évaluation? Eh bien, tout simplement parce que chaque test doit être identique. Donc, si vous faites vos 15 tests, il faut que du participant 1 au participant 15, ce soit exactement le même test. Et surtout, les scénarios et les tâches que vous allez sélectionner, elles vont servir de preuve de la sécurité d'utilisation. Donc, si par exemple, vous les avez mal sélectionnés, vous avez fait quelque chose qui n'était pas très représentatif, pas très réaliste, eh bien, à la fin, on peut vous dire, en fait, il faut recommencer parce que vous avez manqué certains scénarios, vous avez manqué certaines tâches, c'était mal construit. Donc voilà, donc c'est vraiment, je dirais, quand on fait son évaluation sommative, la partie la plus importante, c'est vraiment ce protocole d'évaluation qui est impactant pour toute la suite de votre évaluation. J'ai pour habitude de dire que lorsqu'une personne consuit votre protocole, elle doit être en mesure de faire l'évaluation. J'ai toujours dit à mes anciens collègues ou autres, si demain je suis hospitalisée et que je ne peux pas faire l'évaluation, tu dois être capable de la faire. Donc c'est vraiment important d'avoir le maximum de détails, et comme ça même, l'organisme notifié, lorsque l'auditeur va revoir votre dossier, va pouvoir se représenter facilement votre évaluation et souvent, il est plus enclin, il apprécie plus d'avoir ce type de protocole bien rédigé plutôt que de devoir aller chercher des informations partout, de devoir vous demander du coup comment ça s'est fait exactement. Donc voilà, pensez vraiment à bien le construire. Donc, dans le protocole d'évaluation, je vous parlais de choix de scénarios relatifs aux phénomènes dangereux. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un scénario relatif aux phénomènes dangereux? Eh bien, quand on utilise un dispositif, on réalise ce qu'on appelle des scénarios d'utilisation, c'est-à-dire qu'on fait une succession de tâches pour arriver à un certain résultat. Si je prends un stylo d'injection d'insuline, par exemple, je pourrais avoir ma tâche 1 qui est que je ressors mon stylo de son packaging. Ma tâche 2, ça va être je vérifie son intégrité, je vérifie sa date d'expiration, tout ça. Et ma tâche 3, ça va être je règle la dose d'insuline que je souhaite m'administrer. Donc admettons, je veux 4 unités, je mets 4 unités. Donc tout ça, ça fait que je vais envoyer une information correcte à mon dispositif, donc je lui dis 4 unités. Donc mon dispositif va bien m'envoyer 4 unités d'insuline. Et ça conduit bien au résultat attendu, puisque je m'attendais à recevoir 4 unités, j'ai mes 4 unités, donc mon insuline a diminué. Ma glycémie, pardon, a diminué. En revanche, un scénario d'utilisation relatif au phénomène dangereux, c'est quand malheureusement quelque chose se passe mal au niveau d'une ou plusieurs tâches. Donc si je reprends toujours mon cas du stylo d'injection, donc première tâche, je sors mon stylo de son packaging. Seconde tâche, je vérifie son intégrité. Et troisième tâche, au moment de mettre ma dose, eh bien, par exemple, il n'y a pas de flèche qui indique exactement où est la dose, donc je ne sais pas si je dois le lire de côté ou par-dessus. Et j'en mets 7 au lieu de 4. Mais moi, je pense en avoir mis 4. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que mon dispositif va m'envoyer une réponse inattendue, puisqu'il va m'envoyer 7 doses d'insuline au lieu de 4. Et donc, du coup, potentiellement, je vais me retrouver en hypoglycémie, puisque j'ai eu plus d'insuline que ce que je pensais. Donc, vraiment, ces scénarios-là, c'est ce que vous avez identifié au niveau de votre analyse des risques, puisqu'au niveau de votre analyse des risques, vous avez identifié tous ces scénarios et toutes les erreurs d'utilisation qui peuvent se produire. Et globalement, ce qu'on va chercher à faire dans l'évaluation sommative, c'est de mettre en place ces scénarios pour voir si, quand mon utilisateur réalise ses tâches, il va rencontrer une erreur d'utilisation ou non. S'il n'en rencontre pas, alors on peut se dire que le dispositif est sûr d'utilisation. Et donc, ce que la norme nous impose, c'est de venir sélectionner certains scénarios pour son évaluation sommative. On a 3 options. La première option, je prends tous mes scénarios d'utilisation relatifs aux phénomènes dangereux, quelle que soit la gravité associée, au dommage de mon erreur.
La seconde option, ça va être de sélectionner un sous-ensemble de scénarios, en se basant du coup sur la sévérité du dommage potentiel. Donc, c'est-à-dire qu'on prend vraiment la sévérité avant mesure de maîtrise du risque, donc la sévérité initiale, et on se dit, bah, pour tous mes scénarios d'utilisation où j'ai des tâches qui ont des erreurs d'utilisation associées avec des sévérités, je ne sais pas, si on prend une matrice de 1 à 5 avec des sévérités de 3, de 4, de 5 qui peuvent vraiment avoir un impact sur l'utilisateur ou sur le patient, eh bien, je vais inclure tous ces scénarios, mais les autres, tous ceux qui étaient des gravités par exemple de 1 ou 2, je vais m'en passer puisque bon, bah, j'estime que c'est assez sécurisé. Et enfin, le troisième choix, ça va être de sélectionner un sous-ensemble en se basant sur la sévérité, mais également sur d'autres circonstances spécifiques. Donc, par exemple, l'impossibilité de simuler un scénario sans mettre en danger le participant, un manque de réalisme, parce que des fois, on a beau faire des scénarios, il y a des choses qui sont forcément biaisées de la manière dont on les pose, c'est difficile à mettre en place. Donc, on peut décider d'exclure ces scénarios. Le plus important, c'est de justifier votre choix. Quelle que soit votre option, ça fait partie des exigences normatives de venir confirmer son choix. Et même si vous prenez par exemple l'option 3, en vous basant sur d'autres circonstances, n'hésitez pas à faire une section spécifique dans votre protocole d'évaluation en disant scénario relatif au phénomène dangereux exclu, et vous les mettez et vous justifiez pourquoi vous les avez exclus. Au moins, comme ça, l'auditeur, il ne se pose pas de questions, il ne se dit pas ah bah tiens, j'ai remarqué que vous aviez ça dans votre analyse des risques, je ne le retrouve pas du tout dans votre évaluation sommative, qu'est-ce qui s'est passé? Au moins là, vous êtes sûr que vous évitez toute question, c'est bien justifié, et ça devrait bien se passer. Donc les petits conseils, c'est de réaliser cette sélection au moment de la rédaction du protocole d'évaluation. Alors si je reprends tout le process de la 62-366, logiquement, cette étape de sélection intervient juste après l'analyse des risques d'usage. Moi, je vous conseille de faire plutôt vraiment au moment de la rédaction du protocole, tout simplement, puisque ces scénarios, s'il est sélectionné après l'analyse des risques d'usage, eh bien, normalement, après l'analyse des risques d'usage, on n'a pas encore fait ses évaluations formatives et on n'a pas encore conçu son dispositif. Ce qui veut dire que si pendant vos évaluations formatives, vous identifiez de nouveaux scénarios, vous allez les ajouter dans votre analyse des risques et il faudra remettre à jour cette sélection. Donc moi, je vous conseille vraiment de le faire dans votre protocole. Au moins, vous êtes sûr d'avoir vraiment tous les scénarios à portée de main quand vous le faites. Et ensuite, bah, de bien penser à documenter cette stratégie dans votre protocole, puisque c'est quelque chose qui est exigé des autorités. L'autre question, c'est de savoir bah, comment je trouve des participants pour faire mon évaluation. Alors, vous pouvez faire appel à soit vos utilisateurs, des partenariats. Il y a plein de sociétés qui ont des partenariats directement avec des CHU, certains centres, certains médecins ou autres. Vous pouvez faire appel à eux. Vous pouvez également faire appel à des sociétés de recrutement. Donc, de plus en plus sur le marché, on a des sociétés spécialisées dans le recrutement de panels pour participer à ce type d'études, que ce soit des participants dits tout venant sur des produits de tous les jours, un sérum physiologique ou des choses comme ça, que ce soit sur des patients ou du professionnel de santé. De plus en plus, il y a des sociétés qui existent, qui font aussi toutes les démarches légales pour le recrutement. Et vous pouvez faire appel à eux. Vous dites j'ai besoin de 15 infirmiers dans telle région, à peu près à telle période, et ils vont être en mesure de vous les trouver. Bien sûr, cette phase de recrutement, c'est quelque chose qui s'anticipe. Il y a certes, autant si on est sur du profil tout venant, c'est relativement très rapide à trouver, autant on a certains profils qui peuvent prendre des semaines et des semaines à recruter. C'est le cas si vous avez des professionnels de santé très spécifiques, par exemple des neurochirurgiens, des chirurgiens spécialisés dans les chirurgies du rachis, des choses comme ça. Pour en trouver 15 disponibles pour faire votre évaluation sommative, vaut mieux l'anticiper. Je dirais même quasiment sur ces profils-là, 4 à 5 semaines avant votre évaluation, c'est une bonne chose pour pouvoir les avoir à temps. Ce qu'il faut néanmoins prendre en compte, c'est que les participants qui ont participé déjà à la conception de votre dispositif ou à des évaluations formatives ne peuvent pas participer à l'évaluation sommative. Tout simplement puisqu'ils seront assez biaisés vis-à-vis de votre dispositif. Après, il y a des cas où, j'allais dire des cas où ça peut se passer, mais en fait, pas vraiment. C'est vraiment, vous devez distinguer vos évaluations formatives et votre évaluation sommative et prendre que l'utilisateur naïf. Pour tout ce qui va être professionnel de santé, surtout n'oubliez pas la loi anti-cadeau et la déclaration de transparence. Si c'est vous qui faites le recrutement via vos propres partenariats, vous pouvez vous-même faire les lois anti-cadeau ou la déclaration de transparence, hein. Ou alors même, il y a des sociétés qui, vous leur fournissez votre liste de participants et eux vont charger de faire ces démarches. Et pareil, là, lorsque vous faites appel à un prestataire qui va vous recruter des professionnels de santé, vérifiez bien avec lui
qu'il est assez carré dans les lois anti-cadeaux, déclarations de transparence, puisque c'est quelque chose qui peut vous retomber dessus et les sanctions peuvent être assez lourdes. Donc vraiment, essayez de faire attention à tout ça lorsque vous êtes du professionnel de santé. Une des bonnes pratiques, ça va être surtout de rédiger ce qu'on appelle un screener de recrutement. Donc un screener de recrutement, ça va être un ensemble de questions pour déterminer si une personne correspond à votre cible et peut participer à l'étude. Typiquement, dans le screener de recrutement, avoir une liste de questions, par exemple, vous êtes une femme, un homme, votre âge, avec des populations d'âge, je ne sais pas, vous êtes médecin, infirmier, tout le nom, des choses comme ça. Et le but, c'est au fur et à mesure d'exclure certains participants. Par exemple, si vous avez un dispositif entièrement féminin, bah, la question êtes-vous un homme, une femme? Si la personne répond que c'est un homme, eh bien, elle est, entre guillemets, éliminée du recrutement. Puisque souvent, au niveau du recrutement, les prestataires font des questionnaires en ligne. Et donc, du coup, bah, ça permet vraiment de faire une sorte d'arbre de décision pour arriver aux participants qui cochent toutes les cases de, de vos utilisateurs que vous souhaitez recruter. Quand vous faites votre screener de recrutement, essayez de mettre des questions sans trop de rapport avec votre dispositif pour que la personne ne comprenne pas directement quel est le produit qui va être évalué. Puisqu'il y a des personnes qui vont fournir des réponses erronées pour absolument participer à l'étude, puisque bah, voilà, souvent c'est des études rémunérées. Donc on voit parfois des participants qui faussent un peu leur réponse, donc n'hésitez pas à mettre des questions un petit peu sans rapport dans votre screener pour éliminer toutes les possibilités. Donc une fois qu'on est prêt, qu'on a fait son protocole, que tout se passe bien, surtout le protocole, pensez bien à le signer avant de démarrer vos tests, et à avoir la date de signature puisque sinon on peut vous reprocher d'avoir modifié votre protocole une fois vos évaluations réalisées. Donc vraiment, signez-le, validez-le bien avant votre évaluation sommative. Donc comment se déroule le test? Donc on identifie 7 grandes étapes. La première, ça va être tout ce qui va être accueil, signature des documents, petit questionnaire avant le test. La deuxième étape, si c'est applicable, ce sera une formation. La troisième étape, ça va être une introduction au test. La quatrième, la réalisation de scénario. La cinquième, de nouveau, si c'est applicable, la réalisation de ce qu'on appelle des knowledge tasks. Et enfin, une phase de débriefing et de questionnaire subjectif. Donc cette première phase d'accueil des participants, signature des documents, etc., c'est une phase qui est très importante d'un point de vue légal. Avant de faire un test, on doit forcément faire signer un accord de participation à un participant en lui expliquant, bah voilà, par exemple, qu'il peut se retirer à tout moment de l'étude, en lui expliquant pourquoi il est là et surtout, il nous faut son consentement pour participer à l'étude. Ensuite, généralement, on fait signer aussi des accords de non-divulgation puisque c'est des produits qui ne sont pas encore sur le marché. On n'a pas forcément envie que ça se sache, ce qui est fait. Donc, on va demander aux participants voilà, de signer un accord pour ne pas révéler ce qu'il a vu aujourd'hui. Et ensuite, si vous souhaitez faire un enregistrement vidéo de vos tests, et bien pareil, il faut un enregistrement de droit à l'image du participant. Donc ça, c'est vraiment indispensable pour encadrer le test d'un point de vue légal. Donc tout ça, vous pouvez le faire en amont, c'est-à-dire avant même la session de test, hein, vous faites ça, vous pouvez le faire en ligne ou des choses comme ça. Pour tout ce qui est enregistrement vidéo, n'hésitez pas non plus dans votre screener de recrutement à mettre j'accepte d'être filmé, oui, non, et si la personne répond non, au moins elle est exclue du recrutement directement, puisque sinon des fois les participants arrivent et là vous leur demandez est-ce que je peux filmer, c'est super important pour moi de pouvoir filmer. Ils vous disent non et ça vous embête un petit peu. Donc ça, vous pouvez l'anticiper au niveau de votre screener. Et ensuite, le petit conseil, ça va être de refaire un petit questionnaire pré-test, juste pour reposer quelques questions aux participants sur son âge, métier, genre quelques caractéristiques, pour s'assurer qu'il correspond bien aux critères de recrutement définis dans le protocole. Puisque bah, des fois, par exemple, dans le screener de recrutement, bah, voilà, on peut avoir un participant qui a peut-être qu'il a coché une mauvaise case, hein, ça peut arriver aussi. Et là, ça vous permet de bien revalider avec lui que c'est bien le bon profil utilisateur. Une fois qu'on a fait cette petite accueil, cette petite signature légale, si on a un dispositif pour lequel on a prévu une formation une fois commercialisée, eh bien, on doit réaliser cette formation avant le test. Le format doit être le plus proche possible de la réalité. Donc, si c'est à distance, si vous le faites en distance. Si c'est en présentiel, vous le faites en présentiel. Si c'est en groupe, c'est en groupe. Si c'est en individuel, c'est en individuel. Vous devez utiliser tout ce qui va être support finaux, donc tout ce qui va être support que vous allez utiliser post-commercialisation. Donc, si c'est un PowerPoint, eh bien, le même PowerPoint que vous allez utiliser. Si c'est de la vidéo, la même vidéo. Enfin, voilà, vraiment quelque chose qui est représentatif de la formation future. Et vous devez laisser un délai minimal d'1 heure entre la fin de formation et le test. Tout ça pour éviter les effets de je viens de me faire former, 2 minutes après on me demande d'utiliser mon dispositif, forcément c'est plus simple que s'il y avait une semaine qui s'était écoulée. C'est minimum 1 heure, mais après essayez d'avoir aussi quelque chose d'assez cohérent. Si vous avez des participants qui ont eu leur formation et qui utilisent le dispositif 1 heure après, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats que si c'est un participant qui a été formé et qui utilise le dispositif 6 jours après. Donc essayez quand même d'avoir un maximum et un minimum
pour avoir quelque chose de cohérent entre tous vos participants. Et surtout, même dans votre rapport d'évaluation sommative, après, il faudra justifier que vous avez bien fait une formation et vérifier si cette formation a été efficace, puisque dans la formation, souvent, on a des mesures de maîtrise du risque, et on nous demande quand même de faire valider cette formation. Donc, si vous voyez que vous avez des risques qui ont été rencontrés, mais qui ne sont pas liés à la formation, que c'est vraiment du dispositif, et que les utilisateurs vous disent que la formation a été claire, n'hésitez pas à dire que vous avez fait la formation et qu'elle a été jugée claire par vos participants. Et pareil, si au niveau de votre formation, plus tard, vous avez quelque chose où le participant doit remplir une sorte de quiz pour pouvoir avoir un score minimal pour pouvoir utiliser le dispositif, et ben là, vous allez devoir faire la même chose. J'ai déjà vu des cas où, au niveau de la formation, à la fin, on avait un petit questionnaire, et tant que le participant n'avait pas une note suffisante, il se faisait reformer jusqu'à ce qu'il ait une note suffisante pour utiliser le dispositif. Ensuite, on va venir vraiment introduire le test. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter aux participants l'objectif du test. Voilà, on est là pour évaluer tel dispositif, on est là pour évaluer l'utilisation et non les performances du dispositif. On va présenter un petit peu l'équipe qui est présente. Donc, au niveau des tests, vous avez plusieurs choix. Soit vous avez uniquement un modérateur, donc vous êtes seul avec le participant, soit, ce qui est le plus conseillé, c'est d'avoir un modérateur et ce qu'on appelle un observateur, où on a le modérateur qui vraiment va lui être là pour donner les tâches aux participants, qui va être en contact direct avec le participant, et on va avoir l'observateur qui, lui, va un petit peu observer tout ce qui va se passer, le comportement, tout ça. C'est bien d'être deux, c'est plus rassurant, et en plus, ça vous permet d'observer plus de choses. Mais après, vous êtes libre aussi de mettre 2 observateurs, 2-3 personnes. Après, essayez, quand vous faites un test utilisateur, de ne pas être 10 autour du participant. Ça peut le stresser, donc c'est pas forcément une bonne pratique. Je pense qu'entre entre 1 et 3 personnes, c'est bien. Mais après, voilà, vous n'avez pas d'exigence normative sur le nombre de personnes qui doivent être présentes lors de l'évaluation sommative. Et aussi présenter aux participants l'environnement du test. Donc, c'est-à-dire que n'hésitez pas à lui dire que cette salle est la sienne pour toute la durée de la session et qu'il peut utiliser tout le matériel qui est à disposition, puisque souvent les participants vont vous dire du coup j'ai le droit d'utiliser ceci, cela, etc. Ils sont peut-être pas forcément à l'aise, donc n'hésitez pas à leur dire exactement qu'ils peuvent tout utiliser. Pourquoi c'est important cette introduction? Il faut quand même y passer un bon 5-10 minutes. C'est parce que c'est essentiel de préciser aux participants que c'est pas lui qu'on va évaluer, mais bien le dispositif. Il y a des participants qui sont très stressés lorsqu'ils participent à ce type d'études. Et donc, du coup, il faut les rassurer en leur disant si jamais vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, c'est justement pour ça qu'on fait cette évaluation. C'est peut-être parce que le dispositif a quelques petits défauts ou des choses comme ça. Donc, vraiment, il faut les rassurer au possible, puisque plus ils stressent, plus ils vont avoir tendance à faire des erreurs. Et ensuite, il faut bien lui préciser qu'il peut agir en conditions réelles comme si vous n'étiez pas là. Parce que les participants, surtout au tout début, vont avoir tendance à vous dire du coup, je peux faire ceci, c'est bon là, j'ai bien fait. Et comme vous n'êtes pas censé les aider, il faut vraiment leur expliquer qu'ils doivent agir tout seuls. Ou c'est pareil sur des étapes qu'ils vont avoir tendance à oublier. Si on prend des infirmiers, normalement, tous les infirmiers se lavent les mains avant de faire quoi que ce soit. Et souvent, en test, on se rend compte qu'ils oublient, tout simplement parce qu'ils se disent c'était en test, c'était simulé, j'avais pas besoin de le faire. Ou j'avais pas besoin de le préciser. Et ensuite, on va passer à la partie la plus importante et la partie centrale, qui est la réalisation des scénarios. Donc, dans votre protocole, on est venu définir des tâches à évaluer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner chacune de ces tâches, donc une à une, pas toutes en même temps, par écrit. Donc pourquoi par écrit? Tout simplement pour que ce soit le plus représentatif possible, puisque vous imaginez, admettons qu'on ait 15-20 tâches par participant, vous faites ça 15 fois. Il y a forcément un moment où vous allez changer d'intonation, sans le vouloir, changer de mots, bafouiller. Voilà, c'est humain, ça arrive à tous. Donc par écrit, au moins, ça évite tout biais. Et en plus, le participant peut la regarder tranquillement, puisque des fois, même si vous la dites à l'oral, potentiellement vous parlez un peu vite, pas assez fort ou autre, il peut l'avoir mal entendue, mal comprise, et ça peut entraîner des erreurs qui étaient dues juste à ça. Donc n'hésitez pas à les mettre par écrit. Et donc du coup, une fois qu'il a sa petite tâche par écrit, il va effectuer sa tâche avec le dispositif comme il le ferait en conditions réelles. Et vous, pendant ce temps-là, vous allez observer ce qu'il fait avec le dispositif. Donc au niveau de ces tâches, de ces scénarios, comment ça se constitue? Donc ça, c'est ce que vous allez par exemple retrouver dans votre protocole. Donc admettons, je teste un silo d'injection d'insuline. Donc dans mon protocole, c'est le scénario 3. Mon scénario, c'est d'injecter de l'insuline. Eh bien, l'instruction que je vais donner à mon participant, ça va être vous décidez de vous administrer 4 unités d'insuline. L'administration se fera sur le mannequin. Puisqu'il faut savoir que lors de l'évaluation sommative, tout est quelle que soit l'évaluation en usability, tout est simulé. C'est-à-dire, sauf si vous faites des méthodes de type observation ou autre, et que c'est dans le cadre d'essais cliniques, là, vous pouvez le faire.
Mais autrement, tout se fait vraiment sur mannequin, le maximum. Par exemple, là, sur un stylo d'insuline, on va même éviter de mettre de l'insuline dans le stylo. Ça va être soit des stylos vides, soit des stylos avec de l'eau. Enfin voilà, on essaye de trouver un arrangement. Donc, au niveau de votre protocole, vous avez tout ça. Sur les tâches que vous allez donner aux participants de faire, sur les petites tâches écrites, vous allez avoir uniquement l'instruction. Le participant, lui, tout ce qu'il va avoir, c'est vous décidez de vous administrer 4 unités d'insuline, l'administration se fera sur le mannequin. Vous, dans votre protocole, vous allez mettre, pour chaque scénario, les tâches associées. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire partage, vous pouvez faire par identifiant de scénario ou autre, ça c'est libre à vous en fonction de votre analyse des risques. Mais classiquement, ce qu'on voit le plus, c'est plutôt au niveau de la tâche. Donc, on a les identifiants de tâches qui proviennent de votre analyse des risques. Donc là, dans le scénario, on part du principe que je vais évaluer la tâche 6, la tâche 7, la 8, la 9 et la 10. On associe le nom de la tâche, pareil, qui vient de l'analyse des risques. Donc ma tâche 6, c'est de vérifier l'intégrité de mon stylo. Ma tâche 7, c'est de sélectionner la dose. La 8, de retirer le bouchon. La 9, de réaliser l'injection. Et la 10, de remettre le bouchon. Bon, c'est pas forcément explicite, hein, c'était pour donner un exemple. Et le plus important, ça va être de déterminer ce que vous entendez par utilisation correcte. Donc par exemple, pour vérifier l'intégrité du stylo, j'estime que c'est correct si l'utilisateur vérifie que le stylo n'est pas endommagé, pas périmé et qu'il contient suffisamment d'insuline. Pour la dose, j'estime que c'est correct. L'utilisateur tourne la molette et sélectionne 4 unités. Et ça, vous allez devoir le faire pour chaque tâche. Et pareil, par exemple, pour réaliser l'injection, je dois vérifier qu'il sélectionne une zone d'injection correcte, cuisse-bras, puisque si par exemple il le met dans, je vais dire une bêtise, mais dans le mollet, et on estime que c'est une erreur d'utilisation. Et on va bien voir vraiment s'il fait toutes les utilisations correctes. Et c'est super important d'être très précis sur vos utilisations correctes, puisque c'est ce que vous allez observer lors des tests. Si vous vous rendez compte qu'il fait quelque chose qui n'était pas dans l'utilisation correcte, potentiellement c'est une erreur d'utilisation, et vous allez devoir l'analyser et la justifier. Parfois, notamment sur les DM numériques, vous allez avoir plusieurs utilisations correctes, puisque sur une application, on peut avoir plusieurs chemins pour arriver à un même résultat. Vous avez le droit de mettre les deux chemins, vous devez mettre vos deux chemins dans l'utilisation correcte, et comme ça, qu'importe lequel prend l'utilisateur, ça reste correct. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui prend du temps au niveau du protocole, mais qui est très, très important pour la suite. Puisque, du coup, là, on se met dans le cas où l'utilisateur fait son injection, et après, on va devoir observer. Alors avant ça, donc, comme je le disais, tout est simulé dans un test utilisateur. Le participant, en fait, il doit ne pouvoir rencontrer aucun risque pour lui. Ça doit être sécure quand il fait son test. Donc, on ne fait pas d'injection réelle, on évite de mettre de l'insuline. Des fois, on va même jusqu'à enlever les aiguilles. Voilà, il faut essayer vraiment de faire le plus possible en sorte qu'il n'arrive rien au participant. Donc, si je reprends mon cas, donc là, mon participant, il est en train de réaliser l'instruction, il est en train d'administrer 4 unités d'insuline et il fait son administration sur son mannequin. Nous, ce qu'on va venir observer pendant qu'il fait ça, c'est s'il est en utilisation correcte, donc il fait bien ce qui a été défini dans le protocole, s'il rencontre une erreur d'utilisation, une presque erreur, ou close call, ou une difficulté. Dans l'exemple qu'on a, donc l'utilisation correcte, ça va être une utilisation normale, sans erreur d'utilisation. Donc typiquement, l'utilisateur règle le stylo sur 4 unités d'insuline, il les administre correctement. Très bien, il a fait ce que je m'attendais à ce qu'il fasse. Tout va bien, il ne se met pas en danger, c'est parfait. Une erreur d'utilisation, ça va être une action ou une inaction de l'utilisateur lors de l'utilisation du dispositif qui va entraîner un résultat différent de celui prévu par le fabricant ou attendu par l'utilisateur. Si je reprends mon exemple, l'utilisateur comprend mal l'affichage, il sélectionne 7 unités au lieu de 4, il ne s'en rend pas compte et il s'administre les 7 unités. Là, potentiellement, il y a une conséquence puisqu'il va avoir un excès d'insuline. Donc, potentiellement, il était en hyperglycémie, il va passer en hypoglycémie parce qu'il s'est mis trop d'insuline d'un coup. Et ça peut entraîner certains dommages. On a les cas de presque-erreur. Donc, le presque-erreur ou close call, ça va vraiment être un cas dans lequel l'utilisateur est sur le point de commettre une erreur d'utilisation lors de la réalisation de la tâche, mais il se reprend à temps et ne la commet pas. Si on reprend l'histoire du dosage, donc l'utilisateur comprend mal l'affichage, il sélectionne 7 unités au lieu de 4, mais juste avant l'administration, au moment où il allait la déclencher, en fait, il réalise son erreur. Il se dit « Ah bah non, en fait, j'en ai mis 7, j'en ai pas mis 4 », et il va changer pour 4 unités. Là, il allait faire une erreur, il s'est rattrapé. Donc ça va être bien puisque ce n'est pas considéré comme erreur d'évaluation. Ça veut dire que votre dispositif protège quand même de l'apparition de ce risque. Et enfin, le quatrième cas que vous avez, c'est le cas des difficultés. Donc là, vous avez un participant qui semble avoir du mal à effectuer la tâche. Donc il va essayer plusieurs fois, il va vous dire « je comprends rien, ça me saoule, j'y arrive pas ». Il va vous demander de l'aide, il va vous dire « mais je dois faire comment ?» Bon, il faut essayer de ne pas répondre. Il va grimacer, il va soupirer, enfin voilà, il va faire beaucoup de choses, où il va tapoter du pied, des choses comme ça. Vous allez comprendre qu'il a du mal à faire sa tâche.
Et du coup, si on reprend le cas, bah voilà, là, l'utilisateur, il a du mal à comprendre l'indicateur du nombre d'unités, il va tourner plusieurs fois la molette, il regarde plusieurs fois la notice, il dit qu'il sait pas, il n'est pas sûr d'avoir sélectionné 4 unités, il va passer beaucoup plus de temps que la normale pour le faire, mais finalement, il va réussir à le faire et va bien mettre ses 4 unités. Donc là, à la différence du cas d'avant, qui est la presque erreur, là, on n'est pas dans le cadre où il a commencé à faire une mauvaise action. C'est vraiment, il hésite, il ne sait pas, mais il fait la bonne directement. Donc voilà pour les comportements à observer. Ensuite, la 5e étape, c'est la réalisation de knowledge task. Donc ça, pareil, c'est pas forcément valable pour tout. Ça dépend des dispositifs, ça dépend des situations. Mais globalement, les knowledge tasks, ça a été créé pour évaluer la compréhension d'informations qui ne peuvent pas être observées lors des scénarios. C'est typiquement des tâches qui sont surtout liées à la notice. Donc le but, c'est de voir si les utilisateurs comprennent bien les avertissements de notice, les contre-indications, puisque souvent, on a quand même des risques associés aux contre-indications. Hein. Donc par exemple, un dispositif qui ne peut pas être utilisé par les femmes enceintes, et on a un risque qui est que une femme enceinte utilise, donc il faut que l'utilisateur retrouve cette information dans la notice. Donc ça va être des tâches qu'on réalise après toutes les tâches vraiment manuelles, si je puis dire. Et on va demander, voilà, à partir de la notice, est-ce que vous pouvez me dire les contre-indications? Qu'est-ce que vous en comprenez? Puisque bon, les lister, c'est assez facile. Les comprendre, des fois, c'est un petit peu autre chose. Ensuite, vous allez avoir une phase de débriefing. Donc ça, c'est vraiment à la toute fin, une fois que vous avez fait toutes vos tâches. Et l'objectif, ça va être de comprendre comment et pourquoi un événement a été rencontré. La meilleure manière de le faire, c'est vraiment comme un entonnoir. Dans un premier temps, vous demandez juste uniquement comment s'est passé le test. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Comme ça, l'utilisateur va pouvoir faire ses premiers ressentis. Ensuite, vous allez leur demander s'ils ont rencontré des erreurs ou des difficultés, ou si tout s'est bien passé. C'est important de leur demander d'abord librement, puisque certains utilisateurs vont vous dire non, je suis sûr que je n'ai pas réussi, je pense que j'ai fait des erreurs partout, alors qu'au final, ils s'en est très bien sortis. Et il y a d'autres utilisateurs qui vont dire ah non, j'ai tout bien fait, tout s'est bien passé, alors qu'en fait, potentiellement, ils ont fait quelques erreurs. Et c'est important de voir s'ils réalisent ou non leurs erreurs lorsqu'ils utilisent un dispositif. Et ensuite, pour chacun des événements que vous êtes venu observer, donc au niveau de toutes les tâches, pour chaque événement, donc chaque erreur d'utilisation, chaque presque erreur, chaque difficulté, vous allez lui demander, voilà, nous on s'attendait à ce que vous fassiez tel comportement, vous avez adopté tel comportement, est-ce que vous m'expliquez pourquoi vous avez adopté celui-ci? L'objectif, c'est vraiment de ne pas blâmer l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui dire vous avez fait ça, c'était n'importe quoi, il fallait faire ça. Tout d'abord parce que vous allez le braquer et il n'est pas venu là pour se faire disputer. Et ensuite, tout simplement parce que vous n'allez pas en tirer grand-chose, parce que c'est bien beau lui dire il fallait faire comme ci, il fallait faire comme ça, mais vous n'allez pas comprendre qu'est-ce qui lui l'a gêné, pourquoi il a une difficulté à faire sa tâche. Donc vraiment, utiliser plutôt des formulations du type on s'attendait à ce que vous fassiez ceci, vous avez fait cela, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Et enfin, à la toute fin, vous pouvez faire ce qu'on appelle un questionnaire subjectif. Donc comme on l'a vu au tout début, dans la définition d'actualisation, on a la notion d'efficacité, d'efficience et de satisfaction. Puisque c'est bien beau de savoir utiliser un dispositif médical, de savoir l'utiliser sans se blesser, mais si on ne l'apprécie pas, on ne va jamais l'utiliser. Donc c'est une dimension qui est très importante quand on parle d'ergonomie ou d'actualisation. Et donc ça, on peut le faire via un questionnaire dit subjectif, euh, dans lequel on va recueillir la satisfaction des participants. Donc souvent, ça va être des échelles de Likert, de 1 à 5. Par exemple, facilité d'utilisation, 1 très difficile, 5 très, très facile. Vous pouvez même utiliser des questionnaires standardisés. Donc, concernant l'expérience utilisateur, il y a quand même beaucoup de questionnaires qui existent. Vous avez par exemple le système Usability Scale, le Usability Engineering Questionnaire. Voilà, vous avez pas mal de questionnaires d'utilisabilité. La seule chose qu'il faut veiller, c'est qu'ils soient adaptés à votre dispositif. Par exemple, la première question du système Usability Scale, c'est j'aimerais utiliser ce produit souvent. Eh bien, forcément, si vous êtes sur un dispositif qui est là pour, par exemple, soigner, traiter d'une pathologie, vous avez plein de participants qui vont vous dire: «Non, j'ai pas envie d'utiliser souvent», tout simplement parce qu'en fait, ils vont vous dire: «En fait, j'aimerais bien ne pas avoir à l'utiliser puisque j'aimerais bien ne pas avoir ma maladie». Donc vous allez pouvoir avoir des résultats très négatifs juste parce que la question n'était pas adaptée. Donc vraiment, faites en fonction de ça. Donc si on résume un petit peu les données qu'on va observer lors de l'évaluation sommative, on va avoir des données dites d'observation. Donc tout ce qui va provenir des scénarios, donc ça va être vos comportements d'utilisateur, donc vos utilisations correctes, vos erreurs d'utilisation, vos presque erreurs et vos difficultés. Ça vient aussi du coup du débriefing, parce que vous allez comprendre pourquoi il y a eu ces événements. Ensuite, vous avez les données subjectives, donc qui proviennent du débriefing et des questionnaires, puisque lorsque vous avez demandé à l'utilisateur, ça va, tout s'est bien passé, forcément, il va vous dire ça j'ai aimé, ça j'ai pas apprécié, tout ça. Donc vous avez aussi des données subjectives que vous le collectez via ce débriefing. Et enfin, vous avez les knowledge tasks, donc les tâches de connaissance, où là c'est vraiment la compréhension, notamment des instructions d'utilisation,
par les utilisateurs. Globalement, vous avez ces 3 familles de données. Et du coup, une fois que vous avez tout ça, vous avez fait tout ça, vous avez fini vos 15 tests, vous avez bien fait vos débriefings, tout est parfaitement fait, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on va venir tout d'abord analyser les causes profondes, donc ce qu'on appelle la root cause analysis. L'objectif, c'est pour chacun des événements rencontrés, donc notamment les erreurs d'utilisation, les presque erreurs et les difficultés, vous allez devoir déterminer la cause qui a conduit à cet événement. Donc, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi l'utilisateur a adopté ce comportement. Est-ce que c'est à cause du design de l'interface utilisateur? Ben oui, par exemple, le participant s'attendait à avoir un bouton vert pour démarrer, finalement, vous l'avez fait en rouge, donc lui, il a cru que c'était pour stopper, donc il a appuyé sur le bouton vert au lieu du bouton rouge. Donc là, clairement, il va vous dire bah, c'est à cause du design. Est-ce que c'était dû à un artefact d'étude? Puisque bah, vous avez beau avoir bien construit votre protocole, il peut toujours y avoir des petits problèmes d'étude, un petit manque de réalisme. Et ça, le participant peut vous expliquer aussi que c'est dû à ça. Est-ce que ça vient d'un transfert négatif d'un autre appareil? Ça, c'est surtout ce qu'on voit sur des dispositifs type gestion du diabète ou alors des dispositifs utilisés par des infirmiers ou autres, où bah, ils ont tellement l'habitude d'utiliser un dispositif que quand vous leur en mettez un autre entre les mains, ils vont se comporter de la même manière et vont dire ah mais oui, mais tel fabricant il fait comme ça, donc j'étais persuadé que je devais faire aussi comme ça sur le vôtre. Donc ça, c'est important aussi de le déterminer. Et vraiment, pour faire ces causes profondes, vous devez compiler toutes les données collectées. Donc aussi bien ce que vous avez observé, que ce que le participant vous a dit, que ce qu'il a aussi indiqué dans le questionnaire de satisfaction. Vraiment, vous devez tout prendre en compte quand vous le faites. Là où il faut faire attention, c'est que lorsque vous faites vos causes profondes, ne dites pas systématiquement artefact de l'étude ou ne dites pas que c'est juste l'utilisateur qui n'était pas attentif. Ça peut arriver, hein, ça arrive, mais c'est pas vraiment apprécié par l'utilisateur et surtout, ça correspond pas trop à la philosophie de la privatisation, puisque l'objectif, c'est quand même que on essaye de voir si c'est le dispositif qui est bien conçu ou non. Et aussi, si vous mettez tout le temps artefact d'étude, l'auditeur va vous dire ok, en fait, du coup, vous savez que votre étude était mal construite, il faudrait peut-être la recommencer parce que en fait, tout est dû à de l'artefact, c'est qu'il y a un manque de réalisme quelque part. Donc vraiment, même si vous pouvez en avoir occasionnellement, il ne faut pas que ce soit 100% de vos root causes qui soient liés à de l'artefact ou de l'utilisateur. Ensuite, vous allez devoir documenter votre évaluation sommative dans un petit rapport, enfin un gros rapport. Donc vous allez faire un résumé de la méthodologie, donc remettre quel participant vous avez recruté, dans quel environnement ça a été fait, avec quel matériel. Si jamais vous avez des déviations vis-à-vis de votre protocole, ça peut également arriver. C'est important de les documenter et de mettre leur impact. Par exemple, si finalement vous avez dû inverser 2 tâches parce que en fait, c'était pas dans un ordre logique de faire les tâches de la manière dont vous l'aviez défini, vous pouvez mettre à partir du participant 1, on s'est rendu compte qu'en fait, on devait inverser les tâches. Ça n'a pas d'impact sur le test puisque c'était transparent. Enfin, ça n'a pas d'impact sur le protocole puisque on a quand même les mêmes tâches qui ont été évaluées, juste dans un ordre différent. Ensuite, vous devez présenter les participants que vous avez recrutés, leurs caractéristiques, pour bien montrer qu'ils sont représentatifs de vos utilisateurs finaux. Et ensuite, pour chacune des tâches, vous allez devoir faire une petite synthèse des résultats. Donc, par exemple, ma tâche qui était de régler la dose, j'ai eu 13 sur 15 d'utilisation correcte et j'ai eu 2 sur 15 d'utilisation correcte. Donc voilà, vous pouvez avoir 10 sur 15 d'utilisation correcte, 2 sur 15 erreurs d'utilisation, 1 sur 15 presque erreurs, en fonction de vos résultats. Et ensuite, le plus important, ça va être vraiment d'analyser les causes profondes pour les événements rencontrés. Donc pour chaque erreur d'utilisation, chaque presque erreur et chaque difficulté, vous allez devoir venir documenter dans votre rapport de résultats qu'est-ce qui a mené à cette erreur. Pour tout ce qui est commentaires dits anecdotiques, qui ne sont pas forcément liés à un événement, vous pouvez aussi les documenter de manière plus succincte. Par exemple, des fois, dans les utilisations correctes, on a quand même des commentaires qui arrivent en disant « bon, j'ai réussi, c'était super bien, mais par contre, je pense que ce serait bien peut-être de faire comme ci ou comme ça ». Vous pouvez l'indiquer, ou pareil, quand il y a des commentaires très positifs, vous pouvez également les mettre, puisque quand on fait son rapport d'évaluation sommative, forcément, comme on s'intéresse aux causes profondes, on va avoir tendance à mettre que du négatif, mais il faut aussi savoir mettre le positif en avant. Donc n'hésitez pas sur vos utilisations correctes à mettre ce qui a été positif par les participants. Et enfin, vous devez apporter une conclusion sur ce que vous avez observé, sur les root causes, tout ça. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre rapport d'optimisation, vous avez tous vos résultats, vous avez observé certaines erreurs d'utilisation, certains événements, puisqu'il faut savoir que la piratisation, ça reste quelque chose qui implique des humains. Donc, c'est rare d'avoir des évaluations où on a tout en utilisation correcte. On a forcément des petits cas où il y a une petite difficulté, une petite presque erreur, une erreur d'utilisation. L'important, c'est de pouvoir justifier de l'impact de ces problèmes.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les résultats pour réaliser l'analyse du risque résiduel. Donc ça va être conforme à votre procédure de gestion des risques que vous avez définie en amont, à votre politique de risque. Donc là, vous allez venir voir si votre évaluation sommative rend le risque acceptable ou inacceptable, puisque vous allez voir si vos mesures de maîtrise du risque ont été efficaces ou non lors de votre évaluation sommative. Vous allez devoir déterminer si des modifications sont nécessaires et quels sont leurs impacts. Parce que par exemple, si pour une tâche, vous avez 8 erreurs d'utilisation, 3 presque erreurs, et que tous vous disent que c'est à cause de l'interface parce qu'elle était mal conçue, là, ça va être difficile de justifier que vous avez pas besoin de faire de modifications. On va vous dire, peut-être qu'il serait temps de faire une petite modification parce que c'est pas clair du tout sur votre dispositif. Et du coup, en fonction de l'impact, si par exemple ça va impacter une tâche critique, donc tâche avec une sévérité élevée, ou si ça vous fait identifier un nouveau risque pareil qui a une sévérité élevée, il sera sûrement nécessaire d'effectuer une nouvelle évaluation sommative sur là où les parties d'interface modifiées. Puisque dans la norme, on a la notion de cadrage de l'effort qui nous dit que après l'évaluation sommative, si on modifie qu'une partie de l'interface, par exemple, ça peut être vous modifiez que la notice et pas votre interface du tout, eh bien vous allez réévaluer que la notice. En conclusion, eh bien, du coup, si je résume ce que c'est les étapes pour une évaluation sommative, c'est un protocole. Ensuite, on fait son évaluation, on analyse ses résultats et les risques résiduels. Pour maximiser les chances de la réussir, n'hésitez pas à réaliser des tests à blanc, donc des pré-tests, avant de le faire sur les vrais utilisateurs. Faites-le en interne. Prenez quelqu'un, vous lui faites répéter tout le test. Déjà, ça vous permet de calculer exactement la durée du test et ensuite de voir si tout est prêt. Notamment pour des dispositifs numériques, il faut avoir pensé à créer des comptes en avance, à avoir une population de données. C'est le cas aussi pour tout ce qui va être dispositif un peu robotique ou autre. À partir du moment où on a des listes patients, et forcément, il faut avoir peuplé des données. Donc, il faut avoir tout préparé en amont. Et ça va vous permettre de voir si votre enchaînement de tâches est logique ou non. Ensuite, il faut anticiper au maximum son recrutement. Il faut bien penser à l'environnement d'utilisation et tous les facteurs impactants. Assurez-vous que la formulation des tâches est adaptée à la population. C'est souvent le cas avec les enfants et les adolescents. On ne s'adresse pas à un enfant ou un adolescent de la même manière qu'on va s'adresser à un adulte. Donc, il faut essayer vraiment de faire en sorte qu'ils comprennent bien leurs instructions. Lorsque vous faites les tests, le but, c'est de guider le moins possible le participant. Le participant, il a sa tâche, il est censé la faire tout seul. Des fois, il va vous demander de l'assistance. Il faut résister, il ne faut pas l'aider. Ça peut être long, un petit peu gênant des fois, mais vraiment, il faut essayer de ne pas intervenir. Sauf si ça fait au moins 5-6 minutes qu'il est dessus, vous voyez qu'il n'y arrive pas, vraiment, il vous dit non, j'abandonne, j'y arrive pas. Là, vous pouvez le guider un petit peu. Quand vous le guidez, essayez de le guider tâche par tâche. Si par exemple, je reprends mon stylo, si en fait il n'arrive pas à enlever le capuchon, eh bien, vous pouvez l'assister, ou s'il n'arrive pas à mettre la dose, vous pouvez l'assister pour mettre la dose, mais c'est tout. Après, n'enlevez pas le capuchon pour lui, ne faites pas l'injection pour lui. Essayez vraiment de le débloquer à une tâche où il est bloqué. Sinon, après, vous allez biaiser un peu votre test, vous allez l'aider, vous allez avoir des résultats où en fait vous dites que l'utilisateur a abandonné partout, alors qu'en fait c'est vous qui avez assisté un peu trop votre participant. Alors, dans notre cadre de l'évaluation sommative, mais le conseil, c'est de ne pas minimiser l'importance des évaluations formatives. Plus vous faites d'évaluations formatives, plus vous allez quand même être rassuré sur votre dispositif. N'oubliez pas d'évaluer les documents d'accompagnement lors de votre évaluation sommative, notamment de plus en plus tout ce qui va être carte d'implant, puisque il y a des non-conformités qui arrivent car les cartes d'implant n'ont pas été évaluées. Pareil pour tout ce qui va être étiquette, support de formation et notice utilisateur. Pensez bien à faire signer des consentements de participation à vos utilisateurs. Et pour les professionnels de santé, surtout n'oubliez pas les lois anti-cadeaux et la déclaration de transparence. Et les 3 erreurs les plus courantes qu'on peut voir dans une évaluation sommative, c'est d'avoir un protocole trop général, qui n'est pas assez précis dans la description de l'utilisation correcte. Donc l'utilisation correcte, elle était un petit peu mal définie. Donc quand on a observé, on a mis des erreurs d'utilisation partout, puisque c'était pas conforme à l'utilisation correcte. Et en fait, après, le fabricant, des fois, nous dit en fait, si, c'est une utilisation correcte, on l'a pas écrit comme ça, mais c'est bon, c'est bien. Et du coup, l'auditeur peut se poser des questions, peut dire ok, mais vous avez écrit que l'utilisation correcte est censée être ceci et cela, et vous, c'est pas ce que j'ai observé. Donc vous pouvez avoir une sorte de dissonance comme ça. Ensuite, une erreur, c'est de trop intervenir lors des tests. Et la 3e erreur qu'on voit quand même beaucoup, c'est de simplement relater les faits dans l'analyse des routes causes sans chercher une cause réelle. Par exemple, un participant vous a donné la date de manufacturing au lieu de la date d'expiration. Eh bien, vous allez
il y a des cas où ça va juste être écrit, 3 participants ont donné la mauvaise date d'expiration, ils ont la date de fabrication. Bien ça, c'est pas une route cause, ça vous le relatez simplement ce qui s'est passé. Le but, c'est de dire, par exemple, un participant n'a pas trouvé la date d'expiration car elle était noyée au milieu de plein de codes barres, au milieu de plein d'informations, donc il nous a dit qu'elle n'était pas assez visible et qu'il l'a pas vue. Ou alors, il a confondu les icônes de fabrication et d'expiration. Il faut vraiment essayer de déterminer pourquoi il y a eu ce comportement. Et donc, du coup, si je résume, pour réussir une évaluation sommative, on a besoin d'un protocole clair et détaillé, d'un recrutement pertinent, de scénarios représentatifs, de données objectives et subjectives, puisque, comme je disais, l'actualisation, c'est de l'efficacité, de l'efficience, mais aussi de la satisfaction. On a besoin d'une analyse des routes causes solide et enfin d'un rapport documenté euh, qui va vraiment expliquer tous les comportements qui sont passés, pourquoi. Et comme ça, en cas d'audit, ou même si vous n'êtes pas audité, si vous êtes un classe 1 et que c'est de l'autocertification, au moins vous avez un rapport quand même qui est bien construit et qui relate exactement ce qui s'est passé lors de votre évaluation sommative. Donc c'était tout ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. Donc on peut passer à la phase de questions-réponses si jamais vous avez des questions. C'est le moment. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Alors, j'évalue un DM stérile utilisé au bloc opératoire, je dois recruter qu'un sur 20, puis qu'un infirmier stérile, puis qu'un infirmier circulant. Les tests doivent être réalisés de façon indépendante. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, vous devez les réaliser de manière indépendante. Donc, vous allez devoir 15 chirurgiens, 15 infirmiers stériles et 15 infirmiers circulants. Et le but, c'est de les faire un à un, forcément. Alors après, il y a des cas où on peut se poser la question de est-ce que je mets le chirurgien et par exemple les infirmiers en même temps. Comme ça, j'ai le trio qui est réuni. Le seul problème qu'il y a quand on a des trios comme ça, c'est que, par exemple, si votre chirurgien fait mal une action, eh bien, l'infirmier peut ne pas savoir comment réagir et du coup faire aussi une mauvaise action. Donc, moi, j'éviterai les cas où vous réunissez 3 profils différents, par exemple, dans la même évaluation, puisque l'erreur de l'un peut entraîner l'erreur de l'autre. Donc, dans ce cas-là, je vous conseillerais d'avoir vraiment 15 chirurgiens qui font leurs évaluations, ensuite 15 infirmiers stériles, ensuite 15 infirmiers circulants. Et tout ça dans des conditions de bloc opératoire. Donc, soit vous pouvez avoir accès à un bloc opératoire, soit vous prenez une salle et vous l'équipez tel un bloc opératoire avec des champs stériles et les mêmes équipements que vous pouvez retrouver dans des blocs. Alors, intervenez-vous en amont pendant les phases de conception pour la guider. Tout à fait. Donc là, nous, on a fait un focus sur l'évaluation sommative, mais au niveau des prestations qu'on réalise chez Usarea, on fait aussi tout ce qui est guidage de la conception en amont, donc les bonnes pratiques, tout ce qui va être audit utilisateur, pour identifier un peu les points de friction, ce qui marche bien sur les dispositifs et des recommandations associées. Effectivement, ça fait beaucoup de monde quand on a 3 populations. Après, vérifier si vos infirmiers stériles et vos infirmiers circulants effectuent les mêmes tâches ou non. S'ils effectuent les mêmes tâches, vous pouvez potentiellement les regrouper dans un groupe. Mais sinon, effectivement, quand on a 15 par groupe, ça monte assez vite. Alors, est-ce qu'il est possible de justifier une limitation à 10? Alors, ça peut arriver. J'ai vu des cas où les fabricants n'ont pas réussi à recruter 15 participants, parce que des fois, le profil est très spécifique, ou alors c'est vrai que ça fait vite beaucoup. Si vous avez un bon rationnel, ça peut justifier. J'ai déjà vu des cas passer à 12 ou 13 participants.
Mais ça dépend de votre rationnel et de venir expliquer, bah voilà, non, en fait, pour ce type de procédure, en France, par exemple, je sais pas, il y a que 2% des infirmiers qui correspondent à mon dispositif, ou alors il y a que 2% des chirurgiens. En réunir 15 pour une évaluation sommative, c'est trop compliqué. Et de le justifier ça après, ça peut être un cas si par exemple vous êtes déjà en contact avec votre organisme notifié, n'hésitez pas à lui présenter un petit peu votre stratégie. Si c'est bien argumenté, peut-être que vous pouvez essayer de réduire un petit peu. Vraiment, ce qui est attendu, c'est 15, mais après, s'il y a des justifications associées, ça peut se défendre. Mais n'hésitez pas à en parler avec votre auditeur en amont pour voir à peu près ce qu'il en pense et surtout ayez des arguments solides sur pourquoi plutôt 10 et pas 15. Du coup, Anne, si vous faites une modification de notice, effectivement, vous pouvez tester la compréhension de l'ajout. Donc ça, c'est tout à fait possible, hein. Si vous modifiez votre dispositif, vous pouvez évaluer que la partie d'interface modifiée. Donc si là, c'est juste une modification de notice qui intervient, et je ne sais pas, vous devez évaluer une nouvelle compréhension, soit que c'est de l'utilisation, soit c'est de la contre-indication. Vous pouvez effectivement n'évaluer que votre notice en justifiant, bah voilà, notion de cadrage de l'effort, c'est uniquement cette partie d'interface qui a été modifiée, donc je teste que ma notice. Bien, en tout cas, si plus personne n'a de questions, on va pouvoir arrêter pour aujourd'hui. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Dans tous les cas, après, vous recevrez par mail le support et le lien du replay. Alors, petite question, si les groupes utilisateurs effectuent les mêmes tâches, est-ce qu'on peut les regrouper? Tout à fait. Alors, ça va dépendre vraiment s'ils ont des caractéristiques totalement différentes ou non. Souvent, on se base quand même sur les tâches, mais si par exemple vous avez des utilisateurs qui ont des connaissances totalement différentes, c'est parfois difficile de les regrouper, hein. Si je prends un chirurgien et une infirmière, ils n'ont pas les mêmes connaissances de base, ils n'ont pas suivi le même parcours de formation, donc là, ça peut être un petit peu difficile. Si par contre, c'est des utilisateurs qui ont tous le même profil, là, vous pouvez effectivement, enfin, qui font exactement les mêmes tâches et qui ont à peu près le même profil, vous pouvez effectivement tous les regrouper. Si je reprends l'exemple du sérum physiologique, une personne de 25 ans fait la même chose qu'une personne de 45 ans, et là, vous pouvez le mettre dans le même groupe. Euh, Dans mon analyse, je précise qu'une partie sera analysée en PMS, est-ce acceptable et dois-je mettre à jour mon rapport de sommative ultérieurement? Alors, si vous mettez à jour en fonction de votre surveillance post-marché, là, ça va plutôt être si jamais vous avez fait une petite synthèse de dossier d'actualisation, je vous conseille de plutôt le mettre à jour à ce niveau-là, puisque votre suivi PMS est différent quand même d'une évaluation sommative, euh, et vous n'allez pas suivre la même méthodologie. Donc plutôt au niveau de votre analyse des risques résiduels, de dire, bon, bah voilà, on a mis à jour notre analyse des risques résiduels suite à la post-market, ou alors si vous avez une synthèse dossier d'actualisation, de dire, bon, bah voilà, suite à la PMS, on a eu de nouveaux résultats concernant la usability, et vous le mettez à jour à ce niveau-là. Puisque logiquement, votre rapport d'évaluation sommative, il a été fait à un instant T sur une évaluation précise, et il correspond forcément au protocole que vous avez fait. Donc c'est difficile de venir rajouter à des données posteriori dedans, puisque idem, hein, un organisme notifié peut vous dire en fait, qu'est-ce que vous êtes venu ajouter, est-ce que vous n'avez pas modifié les résultats? Donc pour éviter tout soupçon, je vous conseille plutôt, si vous faites des mises à jour suite à vos PMS, de venir le mettre soit dans une synthèse dossier aptitude, soit dans un rapport de PMS, soit dans votre analyse des risques résiduels. Très bien. Ça semble le tout pour les questions. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter soit sur LinkedIn, soit par mail. Et je vous souhaite à tous une bonne journée.